Bon, eh bien, écoutez, si vous voulez bien, on va commencer cette séance. Je crois que c'est l'heure. S'il y a quelques retardataires, on les accueillera avec plaisir de toute façon. Donc, merci d'être venu ce soir à cette deuxième conférence de ce cours public sur le Maghreb et la construction de ses identités par la rencontre des langues et des cultures. Après la conférence d'Azouz Begag la semaine précédente, pas la semaine dernière, mais celle d'avant, puisqu'il y a eu une semaine de vacances entre les deux, qui nous permettait de partir des circulations et non plus des migrations, comme il nous a demandé de le dire désormais, on va arriver plus directement sur l'espace géographique maghrébin ce soir, puisqu'on va s'intéresser à un cas particulier d'humour algérien. Alors pourquoi l'humour? Peut-être une petite chose avant de vous présenter notre intervenant et de lui donner la parole. D'abord parce que on dit souvent, et on a raison de le dire, qu'on peut tester la compétence culturelle et linguistique de quelqu'un à sa réaction à l'humour. C'est-à-dire si vous êtes capable de comprendre des blagues racontées dans une autre langue et dans une autre culture et qu'elles vous font rire, c'est que vous possédez bien les compétences linguistiques et culturelles de cette langue et de cette culture. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que quand on fait des tests de niveau en langue, une chose beaucoup plus agréable à faire passer aux gens, ça serait de leur raconter des blagues et de voir s'ils rient. Plutôt que de leur faire des exercices de grammaire, ça serait plus efficace et plus agréable. Ça serait peut-être aussi un peu stressant si on disait à un candidat « faites-nous rire maintenant ». Mais en tout cas, c'est clair que c'est un révélateur. Et le travail que fait Mourad Yelles sur l'humour algérien me semble particulièrement exemplaire et une porte d'entrée pour comprendre comment les Algériens, en l'occurrence, mais c'est vrai des Maghrébins en général, jouent avec leur langue et avec leur culture pour faire de l'humour. Et donc cette forme d'humour permet de comprendre comment ils se sont appropriés les ressources et quelles sont les ressources linguistiques et culturelles dont ils disposent. Je dirais aussi que l'humour est trop souvent pris pour quelque chose d'amusant. Je veux dire par là que c'est aussi une chose sérieuse, l'humour. Ça n'empêche pas d'en profiter pour faire des conférences sérieuses tout en s'amusant, en entendant les blagues et les plaisanteries que Mourad va nous présenter et nous expliquer tout à l'heure. Mais l'humour est aussi une chose sérieuse qui mérite d'être étudiée. Il y a d'ailleurs tout un courant d'études aux États-Unis qui s'appelle l'humorologie, si on l'adapte en français, qui est peu représenté en France. L'un des rares spécialistes de la question, c'est Médéric Gasquet, qui est un spécialiste de l'humour marseillais. Vous voyez qu'on est à nouveau sur les rives de la Méditerranée. Et c'est un domaine qui est pourtant particulièrement intéressant à étudier parce qu'il dit beaucoup de choses sur les sociétés et parce qu'à travers la façon dont les gens font de l'humour, ils disent beaucoup de choses sur leur vie. Et donc, ça mérite qu'on s'intéresse à l'humour, pas seulement pour s'amuser, c'est bien aussi si on s'amuse, mais aussi de façon un peu plus sérieuse. Et donc, on s'est dit que, ma foi, pour poursuivre ce cycle de conférences, une conférence sur l'humour algérien et l'utilisation des répertoires linguistiques des Algériens dans l'humour serait une bonne façon de continuer à découvrir ou à approfondir notre connaissance du Maghreb. Et donc, j'ai demandé à Mourad Yelles, qui est donc maître de conférence à l'INALCO, le mal nommé Institut national des langues et civilisations orientales, mais il traîne un nom un peu ancien qui mériterait probablement d'être un peu actualisé pour mieux refléter ce qui s'y fait. Donc, j'ai demandé à Mourad Yelles, dont je connais le travail sur l'humour algérien, de venir nous présenter son travail. Y compris aussi, comme je le disais la semaine dernière, parce que c'est un cours grand public, c'est un cycle de conférences publiques et que, ma foi, il faut aussi savoir trouver des entrées plus plaisantes et plus attractives que des conférences très académiques qui sont parfois un peu rébarbatives et qui nous apprennent tout autant de choses que les conférences académiques en question. Donc, Mourad Yelles, que je remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de venir, qui fait d'ailleurs un aller-retour express de Paris dans l'après-midi pour venir nous parler, va nous présenter ce travail pendant à peu près 1 heure, après quoi on aura à peu près une demi-heure de discussion avec lui. J'espère que tout ça sera à la fois agréable et fructueux pour nous tous. Donc Mourad, je te donne la parole. Merci, bonsoir. D'abord, merci d'être ici. Il ne fait pas très, très beau, mais enfin, j'imagine que dans la région, on est quand même relativement habitué à ce genre de climat. Et que donc, non, n'est-ce pas? Non, voilà, vous voyez, déjà, ça commence. Une blague qui tombe à plat. Alors, en fait, mais merci quand même d'être ici, de toutes les manières, quel que soit le climat.
Et merci à mes amis de l'Université de Rennes, et en particulier à Philippe Blanchet, d'avoir eu cette pensée pour un chercheur solitaire sur l'humour algérien. Donc sur lequel je vais d'ailleurs être amené à m'expliquer très rapidement. Alors mon problème, et Philippe le sait, c'est que je suis très bavard et que donc le temps de parole est très limité, que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que donc il va falloir que je fasse très attention à ne pas dépasser mon temps de parole. En plus, j'ai un certain nombre de documents à vous présenter. Donc Philippe, tu me coupes 5 minutes avant la fin, enfin, quand l'heure arrive, pour que voilà. Puis après, éventuellement, il y a des choses que j'aurai pas le temps d'expliquer. On en parlera au moment des débats, du petit débat qui a lieu par la suite. Alors, ce que vient de dire Philippe me semble, en matière d'introduction, me semble tout à fait judicieux et totalement frappé au coin du bon sens. Et effectivement, je trouve que dans un cycle de conférences sur les rencontres, les rencontres de langue et de culture au Maghreb, l'humour avait tout naturellement sa place et j'aurai probablement l'occasion de m'expliquer sur la différence que je fais, à la suite de beaucoup d'autres, entre le rire et l'humour. Je voudrais, par contre, vous prier de m'excuser à l'avance si, justement, pour éviter de déraper et vous donner quand même l'essentiel de ma pensée, je vais lire mon texte, je vais le lire lentement, et je ferai des commentaires, je m'arrêterai de temps à autre, mais c'est une manière pour moi, voilà, de gérer un peu les choses calmement et de vous dire ce que j'ai à dire. Et puis d'autre part, j'espère ne pas être trop académique, ça c'est un peu le trait de la déformation professionnelle. Alors je vais essayer là aussi de couper des choses dans mon texte quand ça sera un peu trop, je jugerai que c'est un petit peu trop compliqué, on va dire. Alors, l'intitulé de ma conférence, de mon intervention, comme vous le voyez, c'est « Plusieurs langues et plusieurs cultures, une ressource pour l'humour algérien », qui était le titre qui m'a été proposé, et j'ai rajouté l'exemple de la blague de Mascara, parce qu'il se trouve que c'est précisément sur ce corpus que j'ai travaillé. Alors, je dois m'expliquer en 2 mots, vous voyez, déjà je commence un peu à déborder. Pourquoi je me suis intéressé à ce répertoire? Je pense que c'est important. En fait, je n'étais absolument pas préparé à travailler sur ce répertoire. Je suis de formation comparatiste, je suis plutôt spécialiste des littératures dites francophones, donc du Maghreb, des Antilles et du Québec. Mais j'ai également beaucoup travaillé sur les répertoires traditionnels du Maghreb. J'ai passé une thèse sur la poésie féminine traditionnelle au Maghreb. Donc, j'étais un petit peu, évidemment, intéressé de très longue date par les problèmes de l'oralité, on va dire. Voilà. Alors, donc, c'est au départ un peu sur ce terrain-là que je me suis avancé. Et puis, surtout, il se trouve que, circulant dans différents milieux, en Algérie, j'ai rapidement compris que ce type de répertoire était en train de prendre une extension très importante et que, par-delà le rire qu'il provoquait, par-delà tous les jeux de mots, justement, qu'il suscite, il y avait peut-être des choses, comme le disait à l'instant Philippe, de plus graves, de plus sérieuses qui se jouaient là, à travers le rire. Et donc, étant aussi, portant une autre casquette qui est celle d'anthropologue, je me suis dit que c'était peut-être une belle porte d'entrée à des problèmes de positionnement identitaire, de représentation identitaire, et Dieu sait si le Maghreb est un terrain fertile, quoique, si j'en crois ce qui se passe à partir d'aujourd'hui officiellement, la France aussi est un pays où ça a l'air de se poser. Je n'en dirai pas plus. Alors, donc voilà un petit peu les circonstances dans lesquelles j'étais amené à commencer ce travail, qui, je le pense, va être un travail qui va m'occuper encore pendant un certain temps, en parallèle avec d'autres. On connaît l'un des nombreux et célèbres bons mots attribués à Bernard Shaw. Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais. Mais il y a rire et rire. De fait, dans toute situation comique, il est d'abord question de proportion, ou plus exactement de rapport. Rapport entre cette situation, dite comique, son interprétation, et sa formulation, sa verbalisation, la manière dont on l'exprime. Et c'est précisément, me semble-t-il, au niveau de l'interprétation que se situe l'origine du comique. À cet égard, il est clair que l'on ne rit pas toujours pour les mêmes raisons, ni de la même façon, d'une communauté à une autre, ou d'un pays à un autre. C'est là une évidence. De fait, alors que le rire figure probablement parmi les traits les plus universels de l'humaine condition, à travers ses multiples réalisations et variantes,
Il me semble que l'humour apparaît au contraire comme un type de disposition, de pratique, essentiellement culturelle, et donc marqué au coin de la spécificité des us et coutumes et des imaginaires. Ainsi, si nous quittons temporairement les froids climats anglais, patrie des limericks et autres practical jokes, dont Bernard Shaw était l'un des plus illustres héritiers, et si nous rejoignons les rives ensoleillées de l'Afrique du Nord, nous découvrirons alors d'autres fleurs d'humour, produits de la tradition et de l'histoire régionale, mais aussi de la rencontre avec d'autres cultures. Et de ce point de vue, on peut se demander s'il existe une dimension spécifiquement maghrébine de l'humour. Et si c'est le cas, quelles en sont les caractéristiques? Question qui a d'abord à voir, bien évidemment, avec la lecture que les Maghrébins et les Maghrébines, bien évidemment, font de leur propre vécu. Dans les années 1970, une bande de joyeux et jeunes plaisantins, originaires de la ville de Tlemcen, dans l'extrême ouest algérien, sans doute agacés par le caractère jugé par eux excessivement conservateur de la société tlemcénienne, et ceux qui connaissent un peu l'Algérie savent que Tlemcen est souvent considéré comme un des bastions de la tradition, donc excessivement conservateur de la société tlemcénienne de l'époque, avaient osé détourner la devise de l'Office du tourisme local, fièrement affichée sur une plaque à l'entrée de la ville. Et qu'est-ce qui avait marqué sur cette grande plaque à l'entrée de la ville de Tlemcen? Tlemcen, ville d'art et d'histoire. C'était tout un programme. Et ces petits plaisantins, j'en connais un certain nombre, l'avaient transformé en Tlemcen, ville d'art et des histoires. Ce qui était tout un autre programme. Alors, il est vrai que de tout temps, la grande histoire a bien souvent servi à masquer ou à travestir les réalités complexes et souvent moins glorieuses, entre guillemets, mais c'est une question de point de vue, de la petite. Mais quel rapport peut-on établir entre la forêt des micro-pratiques avec leurs imaginaires et l'arbre tutélaire du mythe local ou de la légende officielle? Quel lien, par exemple, entre les ressources du comique local, dans une ville, dans une région, ou même du comique national, avec les questions identitaires? C'est la question que j'évoquais en commençant. C'est ce que je vais essayer de faire à propos d'un répertoire particulier, qui est donc celui de la blague de mascara. Alors, là aussi, pour que vous y repériez dans ce que je vais raconter, voilà mon plan. Donc, j'embraye tout de suite sur le premier point, le bouffon et le fou de Dieu, ou du bon usage de la nocta. Même s'il est encore souvent considéré comme un genre mineur, voire minime, l'histoire drôle est pourtant l'une des productions parmi les plus originales et les plus intéressantes de toute tradition orale. C'est une forme brève qui, on le sait, pour tout au moins ceux qui sont intéressés à la question le savent, qui est attestée depuis la plus haute antiquité et qui se coule dans différents masques, dans différents moules comiques, satiriques, etc. Ce qui d'ailleurs ne va pas s'en poser des problèmes de classification qui ne sont pas faciles à résoudre. Même les dénominations que l'on attribue à ce genre sont très variées. Le trait d'esprit, l'histoire drôle, la blague, la saillie, la sottise, la facétie, enfin, il y a des tas de termes qui tournent autour de cette notion-là et qui désignent toutes quelque chose qui a à voir avec le rire, c'est clair, mais bon, avec des variantes. Alors, curieusement, dans l'histoire de la spécialité, si je puis dire, de l'humorologie, c'est un domaine qui n'a pas été traité ou abordé de manière systématique et scientifique avant, au fond, pratiquement, on va dire, le début du XXe siècle. Grosso modo, en tout cas pour la France, par exemple, puisque c'est ce que je connais le mieux, incontestablement, les premières études sur l'histoire drôle sont en fait les filles, si je puis dire, de la révolution structuraliste. Bon. Donc ça vous date à peu près la période, dans les années 60-70. Donc avant, rien, quasiment rien. Bon. Sauf si on considère que les mythologies de Barthes, certaines des mythologies de Barthes, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc ces espèces de petites rubriques que Barthes tenait dans un hebdomadaire, me semble-t-il, ressortissent effectivement de l'histoire drôle, parce qu'effectivement, il y abordait parfois des choses qui avaient à voir avec la rumeur, avec les petites histoires qu'on se raconte, ou qui étaient racontées à la radio ou dans les journaux. Bon, si on considère que, effectivement, on prend l'histoire drôle sous cet angle, eh bien, on peut peut-être faire remonter les choses dans les années 50 avec les mythologies de Barthes. Mais sinon, avant, rien, quasiment rien.
Et en fait, c'est à partir donc des années 60 qu'on voit apparaître un premier contingent, j'allais dire, d'études, dont celle de Violette Morin dans Communication, pour ne pas la nommer, qui donc est vraiment la première étude sérieuse où elle analyse la structure de l'histoire drôle, la manière dont l'histoire drôle est développée, les variantes, les variations, l'évolution de l'histoire drôle, etc. Bon, alors, ceci étant, ça serait quand même dommage de ma part d'oublier de citer, alors là, sur un autre terrain, mais qui est, enfin, le même terrain, mais autrement, le terrain du rire, hein, la grande réflexion menée dans la tradition française par Bergson, évidemment. Hein, donc, le fameux traité sur le rire de Bergson, où il analyse, où il fait référence à l'histoire drôle, inévitablement. Et aussi, hein, 1900-1905, Sigmund Freud, hein, donc le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, hein, où Freud évoque longuement le problème de l'histoire drôle et de sa signification dans la théorie analytique. Alors, grosso modo, que peut-on dire, à partir de ces études savantes, sur le fonctionnement standard, j'allais dire, de l'histoire drôle, quel que soit le pays, on ne rentrons pas pour l'instant dans les détails. Eh bien, globalement, au fond, ce qui ressort, c'est que l'histoire drôle est avant tout une affaire de tension. Hein. C'est quelque chose, c'est une situation qui, au départ, présente une sorte d'équilibre, mais on se rend compte très vite que cet équilibre doit être rompu, va être rompu, et cette rupture de l'équilibre, de la situation d'équilibre, eh bien, elle va être compensée par le rire. C'est le rire qui va dénouer cette espèce de tension qui est provoquée par le fait qu'on part d'une situation standard, d'une situation apparemment normale, où tout se passe bien, monsieur et une dame sont assis à une table de café, ça se passe très bien, puis brutalement, le monsieur va faire quelque chose, ou la dame va faire quelque chose qui va brutalement rompre ce bel équilibre. On renverse une tasse de café, on aperçoit l'amant de madame qui passe juste derrière, enfin, je ne sais pas, j'invente évidemment, j'improvise, mais donc, du coup, brutalement, la situation d'équilibre initiale se rompt. Et, eh bien, au lieu de basculer dans l'horreur, hein, ou dans le désespoir, eh bien, on bascule dans le rire. C'est le rire qui va dénouer cette espèce de tension qui apparaît dans l'histoire drôle. Alors, autre chose très importante, et qui a un rapport avec ce que je vais dire dans 2 secondes, il me semble qu'il y a aussi dans l'histoire drôle l'idée d'écart, de décalage, hein, de porte-à-faux. Hein. Le rire naît de cela, hein. L'humour naît du fait qu'on est en porte-à-faux avec quelque chose, hein, quelque chose qui se... Et donc, qui dit porte-à-faux dit nécessairement en situation de décalage. Et le décalage, c'est quelque chose que les gens qui travaillent sur les identités connaissent bien, hein. Donc, vous voyez très bien déjà peut-être le fil que je suis en train de tisser avec ma problématique. Alors, j'en viens donc directement à la première partie de ce travail. Donc, s'agissant de la blague de Mascara, il ne faudrait surtout pas croire que c'est quelque chose qui émerge de rien. Hein. La tradition de l'humour dans le monde arabe est très ancienne. Hein. Elle se cristallise souvent d'ailleurs autour soit de personnages charismatiques, emblématiques, celui auquel tout le monde pense quand on parle de l'humour et du rire dans le monde arabe, c'est évidemment le personnage de Joha. Alors qu'on l'appelle Joha, qu'on l'appelle Goha, il porte différents noms à travers toute la Méditerranée, parce qu'en fait, là aussi, c'est un personnage qu'on retrouve un peu partout dans le monde méditerranéen, mais qui est surtout marqué dans les pays de culture arabo-musulmane. Alors ce personnage de Joha, qui c'est? Bien, au fond, c'est le personnage du benet rusé, hein, l'idiot malin. C'est ce que les anthropologues et les ethnologues appellent le trickster, hein, celui qui est le petit malin, qui fait l'andouille, passez-moi l'expression, hein, parce qu'il est faible, il est en situation de faiblesse, mais qui en fait utilise son intelligence pour duper. Hein. Et donc, le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Mais en fait, les gens, la réputation qui s'attache à ce type de personnage, c'est que d'abord et fondamentalement, c'est un crétin. Hein, pas le crétin des Alpes, mais enfin, le crétin. Voilà. Donc, et Joha est un crétin, certes, mais c'est un crétin qui n'est pas si crétin que ça. Alors, le personnage de Joha apparaît dès le Moyen-Âge. On a des recueils d'histoires de Joha au Moyen-Orient, dès le Moyen-Âge, et d'ailleurs, le terme qui est utilisé en arabe pour désigner les traits d'esprit, les espèces de blagues ou d'histoires drôles à propos de Joha, c'est nawadir.
hein, nadira. Le nadira, littéralement, c'est ce qui est, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas banal, hein, une espèce de sortie, hein, littéralement. Alors qu'il y a un autre terme en arabe, qui est le terme qu'on utilise d'ailleurs encore fréquemment, normalement, usuellement en arabe, qui est justement la nukta. La nukta, c'est la blague. C'est le terme. Bon. Eh bien, curieusement, lorsque les premiers textes à propos des blagues ou des histoires drôles de Jaha apparaissent, on ne parle pas de nukta, mais de nadira. Comme si ce personnage faisait rire, mais il avait un comportement qui n'était pas finalement si comique que ça. Il a un comportement qui sort un peu de l'ordinaire. Et en fait, cette caractéristique, me semble-t-il, doit être absolument reliée à quelque chose qui est de l'ordre qui est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans le monde musulman, c'est le lien entre le paradoxe, les attitudes paradoxales, les comportements hétérodoxes, hein, les comportements bizarres, hein, choquants, voire dérangeants, et, curieusement, le mystique. Il se trouve que dans la tradition musulmane, il y a une catégorie de saints, hein, qui sont des saints pas du tout calmes, gentils, obéissants à la loi, à la norme, mais au contraire, complètement, j'allais dire déjantés, complètement fous. Hein. C'est des fous de Dieu qui ont des comportements totalement iconoclastes et qui sont pourtant respectés et admis comme des saints. Hein. C'est-à-dire, un exemple très simple, par exemple, c'est un saint en plein ramadan qui se promène et qui, au vu aussi de tout le monde, mange et s'empiffre, hein, délibérément au vu de tout le monde. Hein. Ou un autre qui se baladera tout nu. Hein. Ou encore un autre qui proférera des blasphèmes à n'en plus finir. Et dans la tradition mystique musulmane, eh bien, ces gens-là sont considérés comme on les appelle les gens du blâme. Les gens du blâme, les saints qui osent être blâmés. Hein, mlamtiya, malama, hein, donc ceux qui acceptent d'être blâmés. Pour la plus grande gloire de Dieu, bien sûr. Hein. Mais on est dans une forme de... Et c'est justement ces saints-là sont des saints qui pratiquent, au fond, des formes de comique et d'humour. Hein, et qui ont des rapports très, très légers, apparemment, et très, 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 très spirituels, dans tous les sens du terme, avec le sacré. Alors, je vous donne un petit exemple, il y en a des milliers. Hein. C'est ce que j'appelle la pédagogie de l'éclat. Hein. Vous savez, on dit de quelqu'un qu'il a encore fait un éclat. Oui, c'est ça, un éclat. D'éclat de voix, éclat de sens, éclat de parole, hein, qui fait... Le but de la manœuvre, il est clair, c'est de faire débranler les certitudes de l'orthodoxie. Hein. C'est une forme pour secouer le cocotier, dire la religion, c'est pas ce que vous pensez, c'est tout à fait autre chose, et voilà, je suis moi un mystique, je suis un ami de Dieu, hein, mais en même temps, je suis complètement dans l'hétérodoxie. Alors, un exemple, c'est donc une anecdote à propos d'un des premiers mystiques persans, hein, Ibrahim ibn Adham, mort en 776. Je vous cite ce récit que je prends à Dermangem, donc dans l'islam maghrébin. Ibrahim se trouve au sommet d'une montagne et parle à ses compagnons des mérites de la foi. Le saint, dit-il, peut arriver à un état tel que, alors vous imaginez la scène, il est sur le sommet de la montagne, tous ses disciples sont là, et il leur parle. Il dit, vous savez, le saint peut arriver à un tel état que s'il dit à une montagne, ébranle-toi, la montagne se déplace. À peine a-t-il prononcé ces mots que la montagne se met effectivement en mouvement. Et il faut qu'Ibrahim dise en frappant du pied « Arrête-toi, ce n'était pas à toi que je parlais, je n'ai fait que donner un exemple. » Voilà. Et la montagne s'arrête. Donc la montagne a pris le saint au mot. Voyez, voilà, donc une espèce de genre de situation qui est, pour le moins, où manifestement il y a de l'humour. On voit bien que c'est complètement... Bon. Donc l'humour et l'effervescence mystique font bon ménage. Hein, et c'est très ancien dans l'histoire de l'islam. Donc, à propos des nawadir de Joha, vous voyez que ces espèces d'actes un petit peu, ces comportements un peu outranciers, eh bien, ne sont pas si étonnants que cela. Alors, tout cela, en fait, vise à
donner le branle, hein, pour utiliser l'expression de Montaigne, hein, donner le branle, ébranler, hein, les convictions. Hein. Et d'ailleurs, il y aurait également des prolongements dans le domaine de la transe et des comportements un peu, voilà, un petit peu aberrants dans ce domaine-là aussi. Enfin bon, c'est un peu trop long, je ne voudrais pas m'étendre. Alors, voilà un petit peu le cadre dans lequel je voudrais que vous conserviez à l'esprit le fait que, vous voyez, il y a une vieille tradition dans le monde arabo-musulman du rire profane, j'allais dire, et du rire mystique qui cohabitent, hein, et que l'on retrouve aussi, ça sera la dernière petite indication, dans une tradition qui était très connue, que peut-être ici, s'il y a des gens qui connaissent le Maghreb, à l'heure actuelle, ça va les étonner, c'était les blagues de Tolba. Alors, qui sont les Tolba? Les Tolba, ce sont des étudiants qui apprennent le Coran et qui passent des années, parfois, dans des zaouillettes, donc dans des espèces de complexes religieux, où ils apprennent la théologie, etc. Donc, vous imaginez ces gens-là, en principe, je ne vais pas dire qu'ils sont confiés en dévotion, mais presque. Or, paradoxalement, ils avaient la réputation, on a des textes, etc., c'était des paillards, c'était des gens qui étaient portés qui étaient gloutons, et puis alors surtout qui avaient la réputation d'avoir des blagues entre eux qui étaient souvent extrêmement salaces, hein, ça allait très loin, hein, y compris même des blagues sur la religion. Hein, on a comme ça des anecdotes, parfois même des détournements de hadiths du prophète qu'ils réécrivent à leur manière. Enfin, il y a toute une tradition. Vous voyez, ça c'est une chose que peut-être beaucoup de gens ici, ça les surprend, parce qu'on a une vision maintenant du Maghreb et de l'islam maghrébin qui est à 100 000 lieues de cela. Or, pourtant, ce dont je vous parle, ça remonte à quoi? À une 50 ans, 60 ans, pas plus. Hein, c'est très récent. Hein. Bon, et après ça, il y a toute la grande vague islamiste. Bon, alors, j'en viens à mon second point. Donc, sur la blague de mascara. Alors, le problème de cette blague de mascara, c'est le fait que il y a différents aspects de cette blague. Le premier aspect, c'est son caractère très récent. J'ai l'habitude de dire, quand j'en parle à des amis ou des collègues ou des étudiants, on n'a pas tous les jours dans sa vie la chance d'assister à la naissance d'un genre littéraire. Bon, moi, je peux dire que j'ai eu cette chance, parce que vraiment, voilà, un genre est né sous mes yeux, et il a pris une extension phénoménale. Il y a peut-être un autre genre que j'ai connu de mon vivant, mais c'est autre chose et c'est plus compliqué. Je ne m'étendrai pas. S'il y a une question sur cet aspect, j'en parlerai. C'est le raï. Évidemment, le raï est aussi un genre très régional qui est devenu national et même extranational et même international. Bon, mais le raï, c'est à part. Sinon, dans le domaine de ce type de répertoire, c'est vraiment une première. Hein. Alors, un genre qui démarre dans un petit endroit de l'Algérie et qui va s'étendre très vite, c'est quelque chose d'assez rare. Alors, pour que vous ayez visualisé un petit peu, alors ça c'est la carte de l'Algérie, malheureusement elle est assez petite, je ne pourrais pas l'étendre plus, mais c'est juste pour... Alors, si vous voulez, donc la région dont je parle, elle est à l'ouest de l'Algérie, la partie ouest, la partie littorale de l'Algérie, hein, donc regardez, si vous arrivez à voir Oran, hein, c'est pas très loin d'Oran. Bon, mais je vais vous donner une carte plus précise qui sera plus... Voilà, là on voit mieux. Alors, mon ami Philippe m'a fait remarquer avec justesse que cette carte n'est pas une carte actualisée, c'est une carte de l'époque de la colonisation. Vous retrouverez d'ailleurs les noms, hein, Sainte-Barbe du Télat, etc., donc Arzeu, Poropoul, etc. C'est les vieux noms. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, on est dans l'interculturel et dans l'interlinguistique. Voilà. Alors, vous voyez où est Mascara? Tout à fait en bas de la carte. Vous l'apercevez? Hein, Mascara, vous voyez que c'est pas très loin de... Alors, il y a Pérego, bien sûr, il y a... Donc, Oran est à côté, Mostaganem, hein, Relizane, on aperçoit juste le Relise, bon, le Han est parti, si je puis dire, donc le Relizane. Donc, voilà, on est en plein cœur de l'Oranie, hein, ou de l'Oran, décidément, de l'Oran, excusez-moi. Donc, alors... Alors, la question qui m'a fasciné quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est pourquoi la blague de Mascara, qu'est-ce que Mascara a de particulier pour être devenu comme ça, j'allais dire, le centre, la métropole maghrébine et peut-être même au-delà de la blague et de l'humour? A priori, rien. Bon, l'histoire de Mascara,
c'est une histoire qui... alors, il y a eu des moments de gloire. Ça a été lorsque les Turcs occupaient l'Algérie, puisque le Mascara était le siège du beylik de l'Ouest. L'Algérie était divisée en 4 régions, 4 beyliks, dirigés, administrés par des beys, sachant que le 4e c'était Alger, donc c'était un peu à part. Sinon, il y avait le beylik de l'Ouest, le beylik du Titri et le beylik de l'Est. Bon, eh bien, Mascara était la capitale du beylik de l'Ouest, ce qui n'est pas rien. À l'époque turque, c'était important. Bon, malheureusement, rapidement, Mascara a perdu ce privilège et le beylik s'est installé à Oran. Donc, Mascara est retombée, j'allais dire, pas dans l'oubli, mais enfin bon, elle est redevenue une petite ville de province. Jusqu'à l'épisode de l'émir Abdelkader, où l'émir Abdelkader en a fait sa capitale. Par parenthèse, Mascara, en arabe, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'arabe, c'est Mu'askar. Or, dans le terme de Mu'askar, c'est le siège de la garnison, hein, c'est là où il y a des soldats, hein, c'est une place forte. Et c'était une place forte pour l'émir Abdelkader, c'était comme ça qu'il le concevait. Bon. Mais vous savez ce qui est arrivé à l'émir Abdelkader, et donc là aussi, patatras, bon, Mascara va retomber. Alors vous me direz, bon, il y a quand même le coteau de Mascara. Bon, qui ne connaît pas le coteau de Mascara? Bon, il y a 2 grandes célébrités à Mascara, il y a le vin et, j'en parlerai tout à l'heure, la pomme de terre. Très important, la pomme de terre, vous allez comprendre pourquoi. Mais le vin est quand même célèbre. Bon. Sinon, à part ça, alors, je peux vous assurer que j'ai fait vraiment des études très fouillées. Alors il y a un grand poète, très grand poète, le fait est, du Melhoun, donc de la poésie populaire algérienne, hein, Cheikh Khaldé, qui est très connu, qui est originaire de Mascara ou de la région de Mascara. Bon, sinon, pour ceux qui s'intéressent au football, on a un grand, à l'époque de la glorieuse équipe où l'Algérie a battu l'Allemagne, hein, c'était pas rien, on avait Belloumi, qui est originaire de Mascara. Bon, et puis ici, il y a quand même quelqu'un que beaucoup de gens ici peut-être connaissent, ceux qui s'intéressent au rail justement, Cheb Hasni, hein, qui a été assassiné par les intégristes, était originaire de Mascara. Sa famille était d'origine originaire de Mascara. Donc voilà. Sinon, à part ça, bon, rien de particulier. Bon. Alors, ceci étant, les témoignages que nous avons sur la personnalité du Mascaréen, puisque après tout, c'est de ça qu'il s'agit. Alors là aussi, j'ai fait quelques recherches. Alors, je commence peut-être par le plus ancien des témoignages, celui de Sidi Ahmed Ben Youssef, qui est là aussi un saint, mais qui a été aussi un homme qui a laissé des dictons. Il est célèbre pour avoir laissé des dictons que une bonne partie de l'Algérie, même un peu de Maghreb, connaît. Alors, et il a laissé des dictons sur la plupart des villes et des régions d'Algérie, même du Maghreb. Et il n'était pas tendre, les 3/4 du temps. Alors, j'ai consulté le recueil de René Basset, publié en 1890, vous voyez, ça remonte, hein, sur les dictons satiriques attribués à Sidi Ahmed Ben Youssef. J'ai trouvé que 6 dictons sur Mascara. Et d'ailleurs, comme il fallait s'y attendre, ce sont des dictons contradictoires. Bon, je vous en donne 2, vous verrez. Dans le Ghris, donc le Ghris, c'est la plaine qui s'étend autour de Mascara. Dans le Ghris, tout palmier nain est un saint. Le palmier nain est un saint. Toute branche de palmier a un saint. Sous-entendu, les gens sont véritablement des dévots. Hein, vraiment, les gens de Mascara, ils ont au moins cette qualité. Ils sont vraiment musulmans, mais vraiment bon. Donc ça, c'est positif. On est d'accord. Bon. Autre jugement. De l'Orient à l'Occident, j'ai rassemblé des scélérats. Je les ai amenés jusqu'à Sidi Mohamed Boudjelal. Là, ils m'ont échappé. Une partie est rentrée à Mascara, l'autre est descendue dans le Ghris, c'est-à-dire la plaine qui est juste à côté. Sous-entendu, les Mascaréens, c'est tous des scélérats. Vous voyez, donc 2 jugements très contradictoires. Bon, je vous avoue que je n'étais pas très avancé quand j'ai lu ça. Mais pour cause, puisque ça s'annule. Alors après, j'ai essayé de voir du côté d'Ibn Khaldoun, parce que quand même, Ibn Khaldoun est quand même la grande référence quand on parle de l'histoire du Maghreb. Eh bien, à propos des Mascaréens, Ibn Khaldoun est au contraire extrêmement louangeur. Alors là, il y a un passage dans la Muqaddima, non, dans l'histoire des Berbères, où alors je vais couper parce que c'est très long, ils vantent leur bravoure, leur promptitude à défendre leurs hôtes et clients, fidélité aux promesses, aux encouragements, aux traités, patience dans l'adversité, fermeté dans les grandes afflictions, douceur de caractère, indulgence pour les défauts d'autrui, et j'en passe et j'en passe. C'est la perfection faite homme, hein, véritablement, c'est Mascaréen.
Bon, du coup, je n'étais pas non plus très avancé, parce qu'il se trouve que j'ai connu beaucoup de mascaréens quand j'étais au lycée, et que bon, ce n'était pas des saints non plus. Bon, donc, bon, je n'étais pas très avancé. Alors, je me suis référé à des gens qui pourraient peut-être neutres. Donc, les témoignages des premiers Français qui arrivaient, en particulier de Domas, qui était, comme vous le savez peut-être, général Domas, qui a été l'ami de l'émir Abdelkader, qui était aussi le consul de France à Mascara, donc il était supposé quand même connaître bien les mascaréens. Et voilà ce qu'il dit à propos, alors c'est plus général, il parle des gens en général, mais il parle de la bédouinité, du côté bédouin des Arabes, et donc Mascara a ce côté bédouin incontestablement, cette espèce de Oroba, de cette espèce de fierté nationale, un petit peu régionale arabe. Alors voilà ce que dit Domas. Chez les populations de l'Afrique, la grâce, l'intelligence, l'éclat d'une antique civilisation se mêlent à l'énergie de la vie sauvage. Ces hommes qui passent leur temps sous la tente, qui vivent de l'éperon et du fusil, sont familiers avec l'immortelle poésie du Coran et ont sur toutes les choses humaines mille aperçus pleins de finesse. C'est beau. Donc on s'est dit quand même, là, c'est positif. Bon. Alors, globalement, en tout cas, une chose est certaine, ce qui apparaît, vous allez être d'accord avec moi, j'espère, dans ces témoignages, à aucun moment il n'est dit que les mascaréens sont des idiots. Ils sont peut-être scélérats, ils sont peut-être tout ce que vous voudrez, mais ce n'est pas des idiots, ce n'est pas des crétins. Or, on les fait passer pour des crétins. Donc, il fallait avoir d'un peu plus près. Et donc, aller fouiller un petit peu cette fameuse blague de Mascara. Alors là, il s'est posé un problème très, très simple. Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais me lancer dans un tour d'Algérie à pied ou à cheval pour aller récolter le maximum de blagues et puis essayer de voir un peu comment je pouvais m'en tirer? Je ne pouvais pas, d'abord parce que j'ai un métier, j'ai une famille, ce n'était pas possible. Et puis en fait, je triche un peu parce qu'en fait, il se trouve que je suis intéressé depuis un certain temps par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc en particulier par Internet. Et donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas aller jeter un œil sur Internet? C'est ce que j'ai fait. Et là, bingo, comme on dit, j'ai vraiment trouvé, mais alors, quelque chose d'extraordinaire. Internet foisonne de blagues de Mascara. Il y en a, mais vraiment, des centaines. Et mieux que ça, donc il y a des tas de sites Internet. Alors, quand je dis site, c'est tout site confondu, des forums, des blogs, des pages perso, voilà, de toutes sortes de sites Internet, où on trouve des blagues de Mascara. Alors, voilà par exemple une liste. Alors, c'est sommaire, hein. Voilà une liste de sites sur lesquels vous trouvez des blagues. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a un peu de tout, hein. Vous avez depuis www.berja.com, Berja, donc c'est Alger, ou Oran, ça dépend, le Berja, ça s'applique aux deux, mais en fait c'est Alger. Mais vous pouvez aussi avoir, bon, vous voyez, forumalgérie.com humour, Bled Chipa, qui est un site génial. Chipa, c'est la corruption, c'est une allusion à la corruption. Hein. Algérie, pays de la corruption. Ça, c'est un site qui est assez politique. Mais vous avez aussi, vous voyez, DZ Foot, carrément, hein, voilà. Ou alors encore, carrément, Humour France. Ben oui, vous trouvez des blagues de Mascara sur un site qui s'appelle Humour France. Voilà. Bon, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit Skyrock, voilà. Et ça, c'est vraiment un petit sondage que j'ai fait, mais vraiment limité. Hein. En fait, j'ai travaillé pendant 6 mois à peu près sur voilà, une trentaine de sites. Et alors, ce que j'ai trouvé fascinant et très intéressant, c'est que, en fait, à travers Internet, et surtout dans les forums, c'est plus vrai dans les forums, eh bien, on a une espèce de texte virtuel qui se fabrique, une espèce d'hypertexte qui se fabrique, mais live, hein, online, comme on dit en anglais. Hein. Et donc, pour ceux qui suivent les forums, eh bien, en fait, il apparaît très vite qu'il y a une personne dans le forum, ou 2 personnes, qui connaissent énormément de blagues, et surtout qui savent bien les raconter. Et il y en a d'autres qui disent « Ah oui, celle-là, je ne la connais pas. » Alors hop, et du coup, il y en a un autre internaute qui va intervenir, qui va dire « Ah ben celle-là, tu la connais ?» Non, etc. Et du coup, eh bien, moi, j'avais l'impression, en découvrant ce forum, que j'étais... Pour ceux qui connaissent un peu le Maghreb, il y a des gens qui sont peut-être allés au Maroc, à Jama al-Fnal, Marrakech, vous avez vu cette grande place avec les cercles des compteurs, hein. Vous avez le compteur au milieu, puis le public derrière qui réagit, qui parle, qui intervient. Eh bien, c'est un petit peu ça, les forums, c'était ça. J'avais l'impression d'être dans une espèce de halqa virtuelle, hein, sur Internet, ce qui est extraordinaire, vraiment, c'était une expérience assez, j'avoue, assez passionnante. Donc, alors...
Qu'est-ce qui se passe à propos de ces blagues? Alors, je passe sur des détails que je pourrais donner peut-être tout à l'heure sur l'aspect, alors strictement linguistique. Il y a là une créativité langagière extraordinaire. D'ailleurs, vous allez en avoir quelques échantillons, mais aussi une créativité graphique. Parce que souvent, ces blagues sont en arabe algérien. Et vous savez que les jeunes maghrébins, mais pas seulement, ont mis au point quand on a un portable, si vous avez envie d'envoyer un SMS à quelqu'un en arabe, comment vous allez faire? Il y a des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet latin. Eh bien, on bidouille. Et on a trouvé. Par exemple, le E. Je sais que beaucoup de gens ici seront peut-être le E, l'aïn, l'œil. Bon. Comment vous allez le E en français? Oui, en général, on traduit avec le A, I, tréma. Bon, mais c'est approximatif. Il y a le 3. Le 3 qui a la forme de la lettre en arabe, sauf que c'est à l'envers. Mais c'est pas grave. Ça ressemble. Donc, on prend le 3 et on met E. Le He, on s'est héisé, comme dirait Fallag. Bon, eh bien, le He, c'est le 7. Ça ressemble. Voilà. Donc, on a les Maghrébins, les jeunes Maghrébins, parce que tout ça, c'est les jeunes, c'est le langage des SMS, c'est eux ça qui ont mis au point. Eh bien, ils ont inventé une espèce de graphie. Et grâce à ça, c'est la même graphie qu'on retrouve sur Internet. C'est pareil. Donc, du coup, moi, je peux lire un texte en arabe. Voilà, sans aucun problème. Mais c'est un arabe algérien, c'est-à-dire avec des mots de français, avec des expressions, avec de l'anglais parfois, avec de l'italien, parfois même du japonais qu'on récupère à partir des mangas. C'est un lieu de très haute créativité linguistique. Ça, c'est absolument génial. Bon, je n'ai pas le temps malheureusement de m'étendre. Alors, par contre, la longueur, alors la structure, 2 mots, c'est en général très court. Mais ça peut parfois... Et ça, c'est propre à la tradition orale, toutes les traditions, la performance. Dans la performance, souvent, on étoffe. Et on voit bien comment certains de ces récits sont vraiment des micro-narrations. C'est presque des embryons de romans, ou de nouvelles. Bon, je vous donne un exemple. Alors, je vais le faire une fois, je vous rassure, ou peut-être 2 fois, je ne le referai pas. Là, je vais le lire en arabe et je traduirai, je vous rassure tout de suite. Bon, même si ça prend un tout petit peu de temps. Alors, alors, je lis, là, je n'ai absolument pas coupé. Tout ce que je lis, c'est exactement le texte qui figure sur Internet, donc pas de censure. Alors, il dit à sa cousine, Waria, خاصك تدبري لي مدام فيلم. وهرانيا قالت في وهران باش تخرج مع مدام شابة il faut تكون تحكي الفرنسي bien. Ce qui n'est pas ton cas. Qada. Parce que le héros de ces blagues, c'est toujours Qada. J'y reviendrai dans 2 secondes. Qada قالها صحح مبوك علميني نحكي la France. وريا قالت له أنا j'ai pas le temps. Alors j'ai comme dans les SMS, j'ai pas le temps. Mais غادي نعطيك un roman romantique et apprends-le mot pour mot. Qada passe 1 mois à apprendre le roman. والله يطير français. Un jour, تلاقى madama. Alors il commence à la baratiner, genre la couleur de tes yeux me rappelle le coucher du soleil au-dessus de l'océan vaste, etc. Alors le madama lui dit, Qada, je pense que je t'aime. Qada répond, moi aussi je t'aime, murmura-t-il. Il avait appris par cœur le roman romantique. Alors je traduis. On raconte qu'un mascaréen est allé à Oran. Alors il dit à sa cousine, Ouaria, il faut que tu me débrouilles une belle fille, comme dans un film. Ouaria lui répond, à Oran, pour sortir avec une belle fille, il faut que tu saches bien parler français. Ce qui n'est pas ton cas. Gardez en mémoire ce détail. À Oran, pour emballer une fille, il faut parler français. Ça, c'est très intéressant. En tout bien, tout honneur, je m'empresse de préciser. C'est juste pour mon propos. Ouaria lui répond, donc, voilà, à Oran, pour sortir avec une belle fille, il faut que tu saches bien parler français. Ce qui n'est pas ton cas. Qada lui répond, d'accord, je t'en prie, apprends-moi à parler en français. Parler la France. Ouaria lui répond, moi, j'ai pas le temps. Mais je vais te donner un roman romantique et apprends-le mot à mot. Qada passe 1 mois à apprendre le roman, il devient un crack. Il vole littéralement, il terre français, vraiment il vole. Il connaît le français sur le bout des doigts. Un jour, il rencontre une fille, alors il commence à lui faire son baratin, dans le genre la couleur de tes yeux, patati patata. Alors la fille lui dit, Qada, je pense que je t'aime. Qada lui répond, moi je t'aime, murmura-t-il. Là-bas, évidemment, il a reproduit, vous savez, c'est que les romans à l'eau de rose, etc., dont Nous deux et compagnie. Bon, alors, autre exemple. Alors, il y a toutes sortes de styles. Un masqué, donc, alors là, un masqué. Bon, pourquoi pas un masque? Alors là aussi, c'est marrant parce que j'ai 2 graphies. J'ai un mascaréen. D'ailleurs, il y aura peut-être des gens ici qui connaissent, qui vont peut-être s'insurger. Moi, j'ai toujours appris, les habitants de Mascara, c'est les mascaréens. Quand on parle en français, je parle. Bon, en arabe, c'est mascaré, c'est autre chose. Mais en français, c'est mascaréen.
Et j'ai découvert, là aussi c'est Internet, à ma grande surprise et mon grand bonheur, une autre appellation. C'est le mascarien. Ah, alors ça, c'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est la contamination avec les Algériens et les Algérois. Vous connaissez la fameuse blague, hein, les Algériens et les Algérois. Alors, je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, les deux orthographes coexistent. Hein. Mascarien et mascarien. Bon. Alors là, en l'occurrence, c'est pas ça, c'est un mascari. Mascari, voilà. Un mascari va au cinéma. Il achète son billet à la caisse et pénètre à l'intérieur. Une minute plus tard, il revient et en achète un autre. Puis quelques minutes plus tard, il revient encore et demande un autre billet. Je ne comprends pas, dit le caissier. Je vous en ai déjà vendu 2. Je sais, répond le gars, mais chaque fois que je rentre dans la salle, il y a un gars qui me le déchire. Bon, l'abruti intégral. Bon, alors, Qada un massacré, je lis toujours ce qui est textuellement. Hein. Qada un massacré se présente auprès d'un directeur du cirque et lui dit « Je fais un numéro très, très spectaculaire. Je lance une masse de 50 kilos que je rattrape avec la tête. » Le directeur étonné l'engage et lui dit qu'il peut commencer le soir même. Le spectacle commence, vient le tour du type qui lance en l'air une masse de 50 kilos et la reçoit sur la tête. Bien entendu, Qada, eh oui, c'était lui, est complètement assommé. On le conduit à l'hôpital, dans le coma. Au bout de 6 mois, il se réveille et avec un grand sourire, il fait, c'est en arabe, alors c'est impayable, et voilà, starf, littéralement, et voilà, hein, qu'est-ce que tu en penses, hein, je l'ai fait, hein. Donc, il s'est ramassé 6 mois d'hôpital, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu en dis, tu reconnais ma valeur, hein, voilà. Donc, bon, on raconte qu'un jour il y avait un mariage. Alors ça, c'est en arabe, elle est superbe celle-là. Donc c'est la traduction. On raconte qu'un jour il y avait un mariage de souris en mascara. C'est des souris. Les femmes étaient, alors les femmes souris évidemment. Les femmes étaient réunies et l'une d'entre elles, une mascaréenne, se pavanait devant les autres habillée élégamment avec beaucoup de bijoux en or. Les femmes n'arrêtaient pas de la regarder. Une oranesse demande à son ami « Qui est-ce » Son ami lui répond « Eh oui, celle-là, son mari possède un regard. » Alors, regard, c'est en fait une bouche d'égout. Hein, et un caniveau à oran. D'où sa richesse. Donc, mais vous voyez un petit peu déjà pointer un début de critique. Hein, vous voyez, c'est pas si innocent que ça. Hein. Les souris qui se réunissent, et donc d'où vient la fortune? Tout bêtement, le mari a un canier. Il est riche parce qu'il contrôle, si je puis dire, sa zone d'activité professionnelle, c'est le caniveau et la bouche d'égout. Bon. Alors là, deuxième et dernière, promis, en arabe. Galek, 2 Algériens, fi Paris. Ouahad fihum min Saïda. L'autre, bien sûr, alors là aussi en plus c'est marrant, men Hollywood. Alors il met entre parenthèses, Allah, Mascar. Donc il n'est pas d'Hollywood, il est de Mascara. Bon, fermez la parenthèse. Et il est très fier de l'être, Sidi. Dakhlou fi bar. J'ai un serveur. وهذاك المعسكري راه مخلوع غير يشتغل. قال لهم, qu'est-ce qui ferait plaisir à ces messieurs? Le premier قال له, donnez-moi du vin. Et le معسكري chef fait bien قال له, moi, du 29. Alors, pourquoi? Parce que le 29, c'est le numéro de la plaque minéralogique de Mascara. Alors, je traduis, on raconte que 2 Algériens sont à Paris. L'un est de Saïda, qui est une ville qui n'est pas très loin de Mascara. L'autre, bien sûr, de Hollywood. Non, de Mascara. Et très fier de l'être. Oui, monsieur. Il rentre dans un bar, le serveur arrive et le mascaréen demeure complètement ébahi, émerveillé parce qu'il voit, il n'a jamais vu un restaurant si beau, etc. Il leur demande, qu'est-ce qui ferait plaisir à ces messieurs? Le premier répond, donnez-moi du vin. Alors le mascaréen le regarde bien en face, le serveur, et lui dit, moi, du 29. Parce que le 29, c'est le matricule départemental de Mascara. Ouais, donc il a compris vin, voyez, et il a cru que c'était le vin, la plaque minéralogique, alors qu'en fait, c'était le liquide, bien sûr. Alors, autre blague plus intéressante, celle-là, alors là, ce n'est pas sur le français, ni sur les jeux de mots en français et arabe, c'est le jeu de mots entre arabe classique et arabe dialectal. Et là, c'est génial parce qu'on voit bien comment l'attitude des Algériens est très compliquée par rapport à cet arabe qu'on leur a imposé, qui est un arabe qu'ils admettent et qu'ils acceptent parce que c'est la langue du Coran, c'est aussi la langue de l'administration, mais qui n'exclut nullement, bien au contraire, la pratique de l'arabe algérien, qui est la vraie langue du pays. Bon. Et la preuve. قال لك مع السكرية راحت تعقد. قال لها الجوج راضية؟ قالت له لا أنا منيا. قال لها قابلة؟ قالت له لا أنا infirmière. Alors, je traduis. On raconte qu'une mascaréenne va se marier. Le juge, le qadi, lui demande, es-tu consentante? Radia, en arabe. Elle lui répond, non, moi c'est Mounia. Parce que Radia, c'est aussi un prénom. Donc elle n'a pas compris consentante, elle a compris prénom, et qui lui demandait son prénom. Donc elle lui dit, non, moi je m'appelle Mounia, je m'appelle Radia. Et même chose, il lui demande, est-ce que tu acceptes Qabla?
acceptes-tu le mariage? Elle lui répond, non, moi je suis infirmière, parce que la qabla, c'est la sage-femme. En arabe dialecte, alors là, algérien. Donc elle a absolument rien compris à ce que lui a raconté le juge concrètement. Vous voyez ce genre d'humour entre deux langues. Bon. Alors, j'en viens très vite au troisième point de mon... je ne sais pas si on peut... Comment on fait pour revenir en arrière, entre parenthèses? Il faut appuyer sur quoi? La flèche gauche, normalement. Flèche gauche, je crois. Ah oui, génial. Voilà. Je ne suis pas très... Excusez-moi, le PowerPoint. Bon. Alors, donc, j'en suis donc à ce problème de l'irrésistible ascension de Qada et de Qadouriya, donc du terror à la toile. Et donc, il me semble que la blague de Mascara pose des problèmes tout à fait intéressants et passionnants, véritablement, au-delà du rire qu'il peut susciter. Et c'est lié de manière étroite aux conditions socio-économiques et politiques qu'a vécu l'Algérie. Parce que, au fond, mon hypothèse, c'est que ce personnage, comme ça, d'un peu d'idiot du village, etc., est en fait un élément qui est révélateur des contradictions dans lesquelles nous nous débattons, au fond, au Maghreb et en Algérie en particulier. C'est pas facile de vivre au Maghreb, c'est pas facile. C'est une expérience passionnante, mais c'est une expérience très éprouvante. Et ceux qui le savent, ou qui en viennent, ou qui y vont, le savent aussi. C'est une société en pleine ébullition, mais véritablement. Je dis souvent, on est sur une cocotte minute qui bout. Alors évidemment, de temps en temps, ça explose, mais c'est en même temps passionnant parce que dans cette cocotte minute, il se prépare des choses absolument fondamentales et importantes. Je pense pas seulement pour le pays, mais pour la région et même peut-être pour le bassin méditerranéen. Donc, et un des mots sur lesquels, un des concepts que justement Qada, le Ma'asakri, ce fameux Qada, remet en cause par son comportement, par son être, c'est précisément la notion même de normalité. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal, au fond? Alors, j'ouvre une parenthèse, là aussi, ça concerne la langue. Il y a, le mot normal est devenu un mot extrêmement important en algérien. À tel point que quand on dit, si vous faites attention, si vous allez au Maghreb, en Algérie en particulier, si quelqu'un vous dit « normal », ça veut dire que ce n'est pas du tout normal. C'est complètement anormal. Donc, vous voyez, donc déjà à la base, on a un rapport à la normalité qui est un peu compliqué. Et on est dans un pays qui est lui-même, qui n'est pas normal à des tas de points de vue. Parce que la situation politique n'est pas normale, parce que l'économie n'est pas normale, parce que la culture n'est pas normale, parce que l'identité n'est pas normale, parce que des tas de choses ne sont pas normales. Et dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Et Qada a commencé par Qada lui-même, il ne s'y retrouve pas. Et j'ai choisi de vous donner un petit florilège en commençant par une blague qui montre bien comment le désarroi, j'allais dire pas de l'élève musil, mais le désarroi de l'Algérien de base, travailleur honnête, humilié par des chefs dont les intérêts sont aux antipodes du sien, qui l'exploitent, qui le traitent comme n'importe quoi. Et ça donne quoi? Ben voilà, ça donne cette blague. C'est un Ma'asakri qui cherche du travail. Déjà, bon, ça indique un peu le chômage. On lui propose de peindre des bandes blanches tout le long de la route. Il accepte. Il n'a pas le choix. Premier jour, il fait 100 mètres de ligne blanche. Deuxième jour, il fait 50 mètres. Troisième jour, il fait 25 mètres. Quatrième jour, il fait 10 mètres. Le cinquième jour, le chef vient le voir et lui dit « Ok, pour le premier jour, 100 mètres, c'est pas tellement, mais ça passe. Mais les jours suivants, pourquoi as-tu diminué les mètres ?»« Chef, plus j'avance et plus le pot de peinture est loin. » Il ne va pas se fatiguer à prendre le pot de peinture, il le laisse là où il est. Bon, alors voilà. Moi, ça me fait penser irrésistiblement au temps moderne et à Charlie Chaplin. Exactement ça, c'est une machine qui broie l'individu. Voilà, bon, on lui demande de peindre des bandes blanches sur une route, franchement, c'est pas passionnant. Vous serez d'accord avec moi. Bon, ben, il réagit comme il peut réagir, et voilà. Bon. Alors, donc, il me semble que c'est un personnage extrêmement révélateur de ce que nous vivons. Alors, j'ai essayé de brosser à travers toutes les blagues que j'ai répertoriées un espèce de portrait robot de ce Qada. Qui est ce Qada? Parce que c'est quand même assez précis. On a des renseignements, on a des détails qui sont assez précis.
Qada, c'est d'abord un homme inscrit dans un parcours socio-économique, voire politique. Et on peut commencer le portrait par l'enfance. On a quasiment le moment où il est, d'ailleurs, c'est déjà une blague en elle-même, déjà, sa naissance. Et comme tous les enfants du monde, Qada a un père et une mère. Il va à l'école, il passe son bac, le décroche, il tente même d'aller à la fac, à Oran, bien entendu, puisqu'il n'y a pas d'université à Mascara, enfin, il n'y en avait pas à l'époque. Et je crois qu'il n'y en a toujours pas, d'ailleurs, à Mascara. Hein, si, il y en a une maintenant. Excusez-moi. Bon. Voilà, ça, c'est les préjugés du non-mascarien que je suis. Alors, comme tous les Algériens, il fait son service militaire, passe son permis de conduire et se préoccupe surtout de se trouver une compagne pour la vie. Il tombe amoureux, dans un premier temps d'une belle oranaise, évidemment, mais comme la plupart des jeunes de son âge, il meurt d'envie de voir du pays. Il quitte donc Mascara pour Oran, puis pour Paris et ses lumières. Et un beau jour, il débarque, on ne sait trop comment, à Chicago. Mais il faut croire que les voies de la sagesse et les tortures de la nostalgie finissent par mettre à bas le beau rêve américain. Et nous le retrouvons donc marié en Algérie à une mascaréenne. La belle, je ne sais pas si elle est belle, il n'y a pas de portrait, de la belle Qaddouria. Donc, Qada, Qaddouria. Alors, c'est un travailleur de base. Alors, parfois, il est camionneur, manœuvre, enfin, vraiment des petits métiers, mille misères. Il travaille dans une quelconque entreprise d'État ou chez le privé. Il finit par acheter une voiture et en tombe malade, d'ailleurs. Bon. Ou est-ce que c'est plutôt les soucis du ménage, voire une forme de déprime existentielle? Toujours est-il que nous le quittons au bord du suicide. Nous n'en saurons pas plus sur la trajectoire terrestre de ce grand sentimental, de cet éternel adolescent effarouché par l'apparence des choses et par la déroute des êtres, et qui traîne son inusable innocence dans les dédales froids et cruels d'un univers sans pitié. Alors là aussi, c'est un terme que les gens qui sont ici connaissent. C'est une expression qui est née d'ailleurs dans des conditions, je pourrais m'en expliquer tout à l'heure dans le débat si ça vous intéresse, sans pitié. Là aussi, en Algérie, plein de choses sont sans pitié. Hein. Même l'amour. Quand un garçon aime une fille, mais alors passionnément, il lui dit « ne brique sans pitié ». Littéralement, mais je t'aime, et alors, voilà, pour vous dire. Voilà. Donc ça, c'est, voilà. Et donc, voilà. Alors, ceci étant, il faut quand même donc remettre en place les responsabilités des uns et des autres. Parce que, après tout, il est clair que l'histoire, la blague de Mascara, ce n'est pas les mascaréens qui l'ont inventée. C'est clair. Même si, par parenthèse, beaucoup de mascaréens maintenant inventent plein de blagues de Mascara. Et oui, bien sûr, maintenant qu'ils sont célèbres, ils en profitent. Et au départ, alors, les hypothèses, c'est pas seulement la mienne, c'est celle de quelques des rares personnes qui ont travaillé sur la question, c'est qu'au départ, les blagues de Mascara sont des blagues oranaises. C'est les Oranais qui ont commencé à déblatérer sur Mascara. Pourquoi? Tout simplement parce que Oran est la capitale économique, culturelle de l'Ouest. Et parce qu'à Oran, on est des citadins, parce qu'on est des gens cultivés, on est des gens raffinés, parce qu'on est dans la modernité, et que les mascaréens et d'autres, mais surtout les mascaréens, c'est des bouseux. Passez-moi l'expression, c'est des bouseux, c'est des robias. Voilà, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire des gens qui sont encore... qui ont encore à la semelle de leurs chaussures pas mal de crottins et pas mal de boue. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont encore mal fagotés et qui surtout n'ont absolument aucun rapport à la modernité. Ça, c'est la base, c'est l'histoire de base. Alors, et il est vrai que beaucoup d'histoires de blagues de Mascara mettent en scène Qada découvrant l'univers de l'Oranie avec stupéfaction et avec vraiment étonnement et admiration. Bah, c'est vrai, ça c'est un fait. Bon. Et effectivement, on ne peut pas ne pas être frappé par cette dimension. Alors, par exemple, je vous donne deux blagues. En août dernier, un gars de Mascara est parti passer ses vacances à Oran. Il était épaté de voir les nanas avec des strings. Quand il est revenu, le mec s'installe dans la cafétéria du quartier et il raconte les jours de ses vacances. Et il dit, rien ne m'a épaté à Oran, sauf les nanas qui portaient des claquettes à la place des maillots. Voilà. Donc, vous voyez, le string, les claquettes. Bon, voilà, d'accord. On raconte qu'un jour, un mascaréen va à Oran en été. Lorsqu'il rentre en ville, il trouve tous les Oranais vêtus de pantacourt, tous sans exception. Le mascaréen est stupéfait. Une fois de retour à Mascara, il annonce à ses amis, « Bon Dieu, vous autres, les Oranais ont grandi !» Ils ont grandi de pantacourt, d'ailleurs. Bon, alors, mais, autre blague, et on voit bien poindre là la réaction. On raconte qu'un mascaréen et sa femme entrent à Oran. L'épouse remet son voile à l'entrée de la ville. Son mari lui demande « Pourquoi tu as mis ton voile ?» Elle lui répond « Tu ne vois pas qu'il y a des hommes ?» Il lui répond « Où vois-tu des hommes ? Enlève, les vrais hommes sont à Mascara. » Donc, voilà, retour de bâton. Donc, on voit bien que sous la candeur, sous, vous voyez, l'espèce d'ingénuité de Qada,
eh bien, il se passe autre chose. Et en réalité, il me semble qu'on est dans un rapport tout simplement à l'identité de l'Algérie et au fait que nous sommes dans un désarroi identitaire qui se prolonge, et en même temps, donc, le fait que on est dans une situation vraiment de grand bouleversement. Je vais vous donner deux dernières histoires pour vous donner un peu le genre de rapport qu'on peut avoir avec le vécu. On raconte que Ali et Qadha font un service militaire. Alors le commandant est venu voir Ali et lui demande « C'est quoi ça ?» en lui montrant le drapeau algérien. Alors Ali lui répond « Ça, c'est le drapeau de l'Algérie. » Attention, vous savez qu'on ne plaisante pas sur ce genre de sujet. En principe, en Algérie, on est encore dans un rapport assez épidermique à ça. Le commandant s'énerve, il lui répond « Ça, ce n'est pas seulement un drapeau. Ça, c'est ta mère, ça, c'est ton père, ça, c'est ton grand-père. » Il se tourne alors vers Qadha, il lui demande « Qadha, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors Qadha, tout content, lui répond « Ça, c'est la famille de Ali. » Vous voyez? C'est... Hein? Voilà. Bon. Autre exemple. Un Mascaréen va au restaurant, au port. On imagine que c'était à Oran. Il dit au serveur « Amène-moi une soupe de poisson. » Lorsqu'il commence à manger, le Mascaréen appelle le serveur et lui dit « Je t'ai dit de m'amener une soupe de poisson. Où est le poisson ?» Le serveur s'en va et revient avec du pain arabe. Donc celui qu'on fait qui n'est pas le pain, pas la baguette. Il lui demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le Mascaréen lui répond « Ça, c'est du pain arabe. » Alors le serveur ouvre le pain devant lui et lui demande « Regarde, ils sont où les Arabes ?» Ça va loin. C'est parce que c'est aussi le problème de qu'est-ce que c'est qu'on est, où ils sont où les Arabes concrètement sur la scène internationale, dans les conflits, etc. Bon, alors je passe sur beaucoup de choses, je saute puisque le temps est pratiquement terminé, et en fait, il me semble que, pour conclure, on peut affirmer sans grand risque d'erreur que pour la première fois depuis l'indépendance, ce répertoire fédère en quelque manière l'imaginaire collectif algérien. De ce point de vue, comme j'ai essayé de vous le montrer, il n'est pas sans doute exagéré de parler à propos des blagues de mascara de la naissance d'un répertoire national. De fait, la figure de Qadha al-Masakri s'est peu à peu installée dans la position d'incarner les heures et malheurs de toute une société. Car à travers les déboires interminables de notre héros national, de quoi est-il question, sinon du désarroi existentiel, politique, métaphysique de tous les Algériens et toutes les Algériennes. Alors, dans la jungle de nos mégapoles, dans la solitude paradoxale qui nous saisit souvent sur les interminables autoroutes électroniques qui nous relient et nous enserrent désormais de toutes parts, une parole s'élève, une voix nous interpelle sur le mode décalé de l'humour rusé. Comment alors résister à la fraîcheur et à l'émotion de cette dernière blague, véritable appel poétique au détournement technologique? Un Mascaréen voulait envoyer en urgence une lettre à son fils qui vivait aux États-Unis. Il ne voyait pas de solution. Un autre Mascaréen lui propose de la faire faxer. Il lui explique « Tu l'envoies ici, elle arrive ici. » Le père effectue l'opération, il est très surpris. Le lendemain, il apporte une assiette de brir. C'est des crêpes. Et il dit au faxeur, c'est dans le texte, là, le faxeur, « Dieu bénisse ton père, envoie pour moi ces quelques crêpes à mon fils. » Je trouve ça génial, c'est d'une poésie extraordinaire. Envoyer des brir par fax aux États-Unis. Bon. Par Internet, par les mobiles, les images et les représentations identitaires circulent et se reconfigurent un rythme accéléré. Le jeu des avatars, pour user d'un terme emprunté au vocabulaire des internautes, est à la mode et influence de plus en plus la conscience que peuvent avoir les acteurs sociaux de leur propre statut. C'est dans cet univers fantastique, chaotique et souvent inquiétant que Qadha al-Masakri, tel un Buster Keaton maghrébin, poursuit son périple étrange et mélancolique sur les écrans virtuels de nos imaginaires. Aux frontières occidentales et souvent paradoxales de la modernité, il hante nos bonnes consciences et questionne nos certitudes globalisées. S'agissant de son public naturel, on peut se demander si, par-delà le rire moqueur ou complice, les Algériens, les Algériennes entendront son message, ou si ils ou elles préféreront se cramponner aux représentations trompeuses et complaisantes d'une identité nationale pour le moins factice. N'y voyez aucune allusion, bien sûr. Si il ou elle ose le grand questionnement, le grand saut dans le questionnement identitaire et culturel, alors il leur faudra admettre cette vérité que rappelle la blague de cet internaute, un internaute manifestement à la fois excédé et fataliste. Pourquoi les Algériens traitent-ils les Mascariens comme des cons? Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Je vous remercie. Je t'ai dépassé. Oui, tu as dépassé un peu, mais c'est pas grave. Donc, comme je vous le disais, vous voyez qu'on est à la fois dans l'humour et dans les choses graves. Donc, on a une bonne vingtaine de minutes devant nous pour des échanges avec Mourad Yelles
si vous le souhaitez, sachant que vous connaissez le problème de ce rituel. Il suffit d'une personne pour lancer les échanges pour qu'ensuite l'amorce se prenne. Donc, si vous souhaitez la parole, il y a des personnes dans l'auditorium, au moins une en tout cas, qui a un micro baladeur. Il va y en avoir un deuxième quelque part de l'autre côté. Non ? Il n'y en a qu'un, c'est pas grave. Vous vous manifestez et la parole vous sera donnée. Il y a une demande devant, là, de monsieur. Tu l'as vu ? Oui. J'en profite pendant que le micro circule pour faire passer quelques exemplaires, vous voyez, quelques exemples de sites, vous voyez, avec des blagues. Hein. Et alors la dernière, elle est géniale. C'est pas un site, par contre, c'est un journal. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est à propos de Kadhafi. Alors évidemment, là, c'est un jeu de mots, Kadhafi, Qada, Kadhafi. Et le chroniqueur a carrément repris, voilà, Qada le fou, Qada le sage. Vous voyez, il a pris le personnage mascaréen pour parler de Kadhafi. Voilà, donc c'était juste pour, vous voyez, c'est même dans la presse, on l'utilise. Oui, excusez-moi. Allez-y, monsieur. Humour. On vous entend pas, attendez. Oui, excusez-moi, j'entends pas. Je constate avec plaisir que cet humour algérien... Excusez-moi, il n'y a pas de... Le micro ne marche pas, ou alors il y a un souci, là. Il n'est pas allumé? Ou c'est à la régie? Si. Je constate avec plaisir que cet humour algérien, en fin de compte, c'est le même que celui que nous avons utilisé en France, les Belges, par rapport aux Français, et en Italie, les gens du Nord par rapport aux gens du Sud. Tout à fait. C'était les mêmes histoires. Je parle italien, et je me suis rendu compte qu'en Italie, les histoires que je connaissais belges étaient passées au mépris des Cafoni, les paysans du Sud. En fin de compte, je dirais, encore avec plaisir, qu'on peut dire, en traduisant de l'italien, que le monde entier est un même village, du point de vue de l'humour. Merci, monsieur. Je ne sais pas si je réponds au fur et à mesure, on répond globalement. Vas-y. Oui, en fait, c'est plus un complément d'information que vous faites, monsieur, je vous en remercie. Et évidemment, bien sûr, ayant déjà beaucoup de choses à dire, je me suis abstenu de faire effectivement les références qui s'imposaient, je vous remercie de les faire, sur évidemment le phénomène de l'humour belge, mais les histoires juives, évidemment, les histoires de fous, et j'en passe. Mais effectivement, et vous faites bien de me permettre d'ajouter un point. Dans un certain nombre de blagues de Mascara, on voit bien le calque des histoires belges, carrément. On voit bien qu'il y a des gens qui sont amusés à adapter des histoires belges dans le répertoire des histoires des blagues de Mascara. Donc, vous voyez, ça circule effectivement. Alors, qui d'autre souhaite prendre la parole? Bonsoir. Donc, Bonsoir. en fait, moi, je suis assez interpellée par votre conclusion par rapport au fait que vous dites qu'il y a une crise existentielle métaphysique sur l'homme algérien qui fait que ça se traduit à travers ses blagues. Alors que je trouve ça assez fort comme conclusion, en fait. Alors que l'humour, ou la blague, c'est vrai, vous disiez que ça permettait de dénouer les tensions tout à l'heure. Bon, c'est vrai que même pour nous, dans le quotidien, ça dénoue des tensions, mais je suis assez interpellée, je me questionne sur votre conclusion, en fait. Je vous remercie. En fait, pour ne rien vous cacher, j'étais moi aussi très interpellé par l'endroit où je suis arrivé, parce que je n'étais pas du tout parti pour ça. Mais c'est effectivement en travaillant que je me suis rendu compte que sous le vernis du rire, il y avait autre chose qui manifestement se tramait. Et effectivement, le rire dénoue, mais il dénoue temporairement. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que... D'où d'ailleurs le fait que les blagues ne cessent de proliférer. C'est que ça dénoue sur le moment, mais ça dénoue jamais définitivement. C'est une manière... Moi, je pense que c'est aussi, surtout, peut-être une manière de... Et là, je serais assez d'accord avec les analyses de Michel de Certeau. Je crois que c'est surtout une manière d'essayer de donner une forme à quelque chose qui est de l'ordre de l'autodérision et de l'angoisse aussi. Verbaliser, c'est déjà mieux que de ne rien dire, j'allais dire, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà... Bon, alors on rit, mais on rit jaune. On rit, voilà. C'est pas tout à fait... Mais ceci étant, je comprends très bien que ça vous déstabilise. Je vous rassure, ça m'a moi-même pas mal déstabilisé, ce genre de travail. Mais
sous réserve d'inventaire, hein, et évidemment, j'espère et je souhaite que, peut-être déjà ce soir, j'ai suscité des vocations, mais j'espère qu'il y aura vraiment des équipes qui travailleront là-dessus. Je pense que il y a une partie de ce que j'ai dit qui, je pense, tient la route. Peut-être pas tout, mais une partie. En bas, à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. Alors en France, on retrouve des blagues sur les Belges, mais aussi sur les blondes ou sur les femmes. Est-ce qu'il y a la même chose sur les blagues algériennes? Excusez-moi, je suis désolé, je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Je disais qu'en France, oui, il y avait d'autres thèmes des blagues, notamment sur les Belges, oui, mais aussi sur les blondes ou sur les femmes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions aux blagues algériennes que celles sur les Mascaréens? Pour l'instant, j'en vois pas trop. Bon, enfin, il y en a certainement d'autres, bien sûr. Enfin, toutes les blagues ne sont pas systématiquement attribuées à Qada. Bon, c'est clair. Mais pour l'instant, franchement, en tout cas dans mon expérience personnelle, j'y vais. Décidément, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu bouges. Je vais m'éloigner. Bon, de toute façon, ma voix porte, donc il n'y a pas de souci. Je vais très souvent en Algérie. Pour ne rien vous cacher, je pars demain sur Alger. Donc voilà. Et vraiment, au box-office, c'est vraiment la blague de Mascara. C'est elle qui est vraiment... Il y a les blagues sur les islamistes quand même. Alors, tu as raison. Alors, en fait, il y avait c'est vrai que... Alors, mais ça, c'est les blagues plus politiques, on va dire. L'avantage de la blague de Mascara, c'est qu'elle recouvre un champ qui est beaucoup plus vaste, y compris d'ailleurs les blagues politiques. Il y a des blagues que je n'ai pas citées, mais qui sont directement politiques. Par contre, les blagues sur Chadli, par exemple, il y a un moment donné où Chadli a joué un peu le rôle du Mascaréen. Bon, c'était vraiment l'abruti de service. Bon, il y a eu une floraison vraiment de blagues autour de Chadli. Alors c'est vrai qu'après, il y a effectivement une variété de blagues qui est la blague sur les islamistes, et je dirais même plus, puisqu'on rentre dans les détails, les blagues sur les faux barrages. Oui. Les blagues sur les faux barrages, il y en a une flopée, hein, qui sont souvent d'ailleurs... C'est triste à dire, mais qui sont souvent très drôles. Mais d'en rire parfois. Et parfois d'ailleurs qui mettent en scène justement Qada. Je ne sais pas si vous connaissez la blague de Qada qui tombe sur un faux barrage. Il est dans un taxi clandestin, il n'y a que des femmes. Et alors le chef, l'émir, les fait sortir les unes derrière les autres. Il dit: toi, comment tu t'appelles? Alors lui, la première sort, je ne sais pas, Fatiha. Comment tu t'appelles? Radia, comme tout à l'heure. Il arrive à Qada, il dit: toi, comment tu t'appelles? Il dit: moi, je m'appelle Qada, mais d'habitude, on m'appelle Zohra. Pour essayer d'échapper. Bon, ce genre de blague, vous voyez. Bon. Mais c'est vraiment un truc très spécialisé, là, les blagues, les faux barrages. D'ailleurs, ça mériterait d'ailleurs des études, je trouve. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'on pourrait dire que les blagues algériennes permettent aussi d'exorciser les souffrances dans des périodes très difficiles? Par exemple, je crois avoir entendu des blagues justement sur la fameuse décennie noire qu'a traversée l'Algérie. Et c'est des blagues qui sont vraiment terribles. Et les gens que je rencontrais me disaient c'est aussi une question de survie. Si on ne se raconte pas des blagues, on n'a aucun moyen de se sortir de cette période très, très, très difficile à traverser. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'en allant très, très loin, que les blagues, à certains moments, sont aussi des moyens de surpasser des difficultés vraiment terribles, en fait? Tout à fait. Merci, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Je peux vous en citer une. Pour moi, c'est la plus terrible que j'ai jamais entendue. Et en même temps, c'est quelqu'un qui passe un jour devant une maison où il y a un enterrement. Et au Maghreb, spontanément, enfin, jusqu'à une certaine époque en tout cas, quand il y avait un enterrement, surtout quand on est de la ville ou du quartier, on vient se renseigner, on va présenter les condoléances, même si on ne connaît pas très bien la famille, ça n'a pas d'importance, on va présenter quand même les condoléances, c'est un devoir de musulman, on va dire. Donc la personne rentre, elle va voir le fils qui est là, éploré, etc. Il lui dit, donc je te présente mes condoléances, de quoi est mort le défunt? Et le fils répond, il est mort, il est mort de mort naturelle. Et le type lui dit, je dis en arabe, je traduirai, psahteh, psahteh. Littéralement,
grand bien lui en fasse. Heureusement, sous-entendu, il n'a pas été égorgé. Hein. Ouais. C'est terrible, parce que normalement, on dit psartek quand quelque chose de bien s'est passé. Si vous sortez de chez le coiffeur, on va vous dire psartek, par exemple. Hein. Vous avez vous achetez une voiture, on vous dit psartek. Mais là, la mort, pour sous-entendu, voilà, il est mort de mort naturelle. Ouf, bon, c'est une chance. Ouais. Donc ça, c'est le genre de blague qui est terrible, tout à fait, mais qui, d'une certaine manière, exorcise effectivement les souffrances. On vous amène le micro. Je parle fort. Oui, je crois que tu n'as pas de problème. Oui, je voulais demander, est-ce qu'il existe une spécificité berbère ou kabyle dans les blagues algériennes? Et est-ce que vous avez des exemples, par exemple, des Arabes qui racontent des histoires sur les Kabyles ou vice-versa? Oui, bonsoir. Moi, je suis un peu déçu de la conférence parce que je lis humour algérien. Certes, je connais bien Maaskar, donc je connais un peu, c'est récent, mais j'aurais aimé quand même, pour nos amis français, amis bretons, avoir une grande idée de cet humour qui est vraiment immense. Parce que là, on est sur quelque chose de très, très particulier, très récent. C'est vraiment très, très récent. Moi, je rentre à Alger... Moi, j'entends de moins en moins de l'humour sur Maaskar. Je vous le dis, je dis à tout le monde. Mais les gens rigolent tout le temps. Il y a tout le temps, il y a un humour en temps réel. Mais il y a aussi, je rejoins le monsieur, l'humour, l'Algérie, elle est immense. Elle est immense. Il y a l'humour kabyle, enfin berbère de manière générale. Mais je ne le vois pas ressortir. Mais non, c'est pas tellement pour. Surtout, voir ressortir l'humour algérien. C'est quoi au juste? Il nous porte vers où? Parce que là, on va sortir, mais il va nous manquer beaucoup de choses. Bon, l'humour de Maaskar, on va pianoter Internet et ça va aller, bon, on va rigoler un peu. Mais on aurait aimé un peu quelque chose de plus fondamental, nous dire son essence, d'où il vient et comment il s'est... C'est vrai que c'est peut-être... il faut un cycle de conférences. Voilà, pardon. Bien, alors je vais peut-être essayer de donner... alors encore une fois, j'ai bien précisé au départ que c'est les conditions dans lesquelles j'ai été amené à faire ce travail. Alors il est vrai que l'intitulé était effectivement peut-être un petit peu, j'allais dire un petit peu, pas trompeur, mais un petit peu... pouvait donner un peu une impression d'extension. Alors... que je pense avoir d'une certaine manière quand même couvert cette extension, parce que pour moi, et je ne suis pas d'accord avec vous, je retourne moi aussi très souvent à Alger, et je peux vous garantir que, alors on partage peut-être pas les mêmes cercles d'amis, mais en tout cas je peux vous garantir que moi dans les miens, il n'y a que Mascara, et en plus, peut-être parce que je suis moi-même de l'Ouest, ça explique peut-être les choses, mais j'habite à Alger depuis 30 ans, donc je suis algérois, donc je connais bien Alger, et je peux vous garantir qu'actuellement, vraiment, il me semble que, alors, vous n'aurez certainement pas, en sortant de là, monsieur, ce soir, eu un panorama exhaustif de l'humour algérien. Je n'aurais d'ailleurs ça aurait largement dépassé mes compétences. Mais au moins, me semble-t-il, vous aurez eu, j'allais dire, la pointe extrême de cet humour qui, comme je viens de le dire, il me semble ce qu'il y a d'intéressant dans la blague de Mascara, c'est que c'est devenu un répertoire national. Des sites kabyles évoquent et citent des blagues de Mascara. Donc c'est ça qui m'a intéressé, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que véritablement, à l'heure actuelle, cet humour, qui est effectivement un humour récent, certes, mais j'ai quand même fait référence, vous me le concéderez, aux blagues de Tolba et Adja, c'est quand même, et oui, ça fait partie du patrimoine. Donc cet humour récent est quand même, me semble-t-il, met en scène, me semble-t-il, un imaginaire qui est le nôtre actuellement, c'est celui que nous vivons. À travers. Alors évidemment, je me suis censuré, il y a beaucoup de blagues que je n'ai pas pu citer, mais il me semble que ça touche vraiment tous les domaines dans lesquels un Algérien de 2009 se retrouve impliqué. Qu'il s'agisse de la technologie, qu'il s'agisse de l'amour, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse de rapport aux autorités, qu'il s'agisse de rapport au pouvoir, qu'il s'agisse de rapport à Bouteflika en personne, il y a des blagues de Mascara avec Bouteflika, qu'il s'agisse de la religion. J'ai une blague qui est magnifique sur le mascaréen qui est marié à une Italienne, qui rentre à Mascara, et l'épouse italienne ne veut pas faire le ramadan, au grand désespoir de son mari, qui essaie de la persuader, elle ne veut pas, finalement il est tellement honteux, scandalisé, parce que tout le monde en parle au quartier, qu'il va voir le religieux du coin, l'imam du coin, de la mosquée. L'imam prend son temps et lui dit « ramène-moi une photo ». Alors l'autre lui ramène la photo, il la regarde et il lui dit « tu sais,
le ramadan, ça va, ça vient. Mais celle-là, si elle part, elle ne reviendra pas. Vous voyez, ce genre, vous voyez, et j'en passe. Et il y en a d'autres, hein. Donc, on est véritablement... Moi, il me semble que c'est ça, l'humour algérien. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, effectivement, il y a... Alors, je n'ai pas répondu à la question de Kiss. Il y a, bien sûr, mais c'est très ancien, les phénomènes de blagues d'une région sur une autre, ça existe. Les Kabyles, évidemment, se moquent de leurs voisins arabes parce que c'est souvent des Roubia, etc. Et réciproquement, bon, mais ça, c'est pas... Pour l'instant, en tout cas, tel que moi, tout moins à ma connaissance, hein, encore une fois, je prétends absolument pas à l'exhaustivité, mais à ma connaissance, c'est pas un phénomène véritablement prégnant au niveau des blagues. Alors, c'est prégnant dans d'autres domaines, certes. Alors là, il y a d'autres domaines où c'est beaucoup plus clair. La différenciation, voire même le particularisme, on le sait, se manifeste de manière très nette autrement, dans d'autres domaines. Mais dans le domaine de l'humour, personnellement, en tout cas, je n'ai pas d'exemple. Je suis désolé. Et puis, si je peux ajouter une chose pour aller dans ton sens, Mourad, la question clé qui nous intéresse, c'est de voir comment se construit l'identité linguistique, culturelle des Maghrébins et comment les blagues en rendent compte. Et les exemples que tu as donnés montrent qu'on ne peut pas raconter une blague en Algérie sans faire allusion au fait qu'on a au moins 3 ou 4 langues à sa disposition, qu'on est pris entre l'Orient et l'Occident. Tous les exemples, toutes les blagues que tu donnes sont typiquement dans cette perspective-là. Et quand tu dis 3 ou 4 langues, tu en oublies. Alors, une blague que j'aime beaucoup, c'est le mascarien qui va voir son médecin, qui lui dit « Docteur, je suis malade, je suis vraiment très malade ». Alors le médecin regarde, un peu goguenard, parce qu'il se dit « Bon, il dit, bon, qu'est-ce que tu as ?» Il dit « Ben écoute, j'ai mon cœur qui vibre. » Galbeira est vibré. Vibré. Bon. Et le médecin le regarde et lui dit « Ah, ça c'est la mort qui te bipe. » Le moutraïd bipilet. Vous voyez, ce jeu. Alors, donc on est vraiment là, c'est carrément le langage du portable. Hein. C'est le mettre sur vibreur, vous voyez, donc le biper, hein, tu me bipes, c'est la mort qui bipe. Ah, donc voilà, ton cœur vibre, c'est la mort qui bipe. Voilà. Ça, c'est, voilà, je trouve ça absolument génial. C'est vraiment, on est vraiment dans une création extraordinaire. Alors, puisqu'on parlait de l'humour algérois, kabyle, etc., y a-t-il un humour de l'Algérien immigré? Ah. Et que pensez-vous à ce moment-là des Algériens immigrés qui sont connus sur la place en France, tel Félag, etc. Est-ce qu'ils sont bien représentatifs de l'humour algérien? Merci madame. Là, la première partie de votre question m'a un peu effrayé parce que je le disais à monsieur, je n'ai vraiment pas la prétention. Encore une fois, je m'aventure dans des terrains qui me sont un peu, qui m'étaient encore étrangers jusqu'à peu et qui sont encore largement. Donc, est-ce qu'il y a un humour émigré? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Peut-être, probablement. Si on parle de l'humour des banlieues, des quartiers, bon, peut-être. Je ne sais pas. Là, j'avoue que vraiment, alors là, pardon. Qui, oui, en vacances. Qui rentrent. Ah, les blagues d'émigrés. Ah, d'accord, ok. Écoute, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Par contre, la deuxième partie de votre question me semble très intéressante et importante. Que les blagues et que l'humour, cet humour, se soit incarné à travers des figures de comiques, dont certains maintenant sont connus en France. Hein, je pense évidemment à Félag, par exemple, pour l'Algérie, bon, mais à Jamel Debbouze et à d'autres. Hein. Ça me paraît effectivement très intéressant. Et d'ailleurs, par parenthèse, la première des blagues que j'ai citée à propos de « Je t'aime », murmura-t-il, elle est dans un sketch de Félag, d'ailleurs. Elle figure dans un sketch. Donc vous voyez bien qu'il y a un phénomène de porosité. Hein. On voit bien que Félag se nourrit de cet humour qu'il connaît, qu'il pratique régulièrement. Donc ces sketchs sont aussi faits de ça c'est clair, hein, c'est évident. Hein. Donc, Bonsoir. Moi, mon intervention va vers un détail. Je me demandais si on a droit de comparer un site internet à une place aussi populaire avec derrière une histoire qui est jamais. On ne peut pas comparer les conteurs qui ont fait des tours pour collectionner ce genre d'histoire à des internautes
C'est tout. C'est ça. À Merci, des mademoiselle. internautes qui n'ont pas fait assez d'efforts, qui n'ont pas... Jamel Fna, elle a une histoire. À mon avis, on n'a pas droit à comparer un site internet à une place assez populaire que Jamel Fna. Merci. Merci, mademoiselle. Alors, si vous me permettez d'abord de vous reprendre sur un mot. En matière de science, la question du droit ne se pose pas. Tout est légitime. Il faut qu'on s'entende d'abord là-dessus. Si vous partez du point de vue de la position que je n'ai pas le droit de faire ça en science, là, on ne va pas être d'accord. Bon. Donc, je pense que ce terme, il faut le retirer. Que vous me disiez que ce n'est pas pertinent, oui, là peut-être, on sera d'accord. On peut commencer à discuter, mais pas le droit. Alors, la pertinence, alors c'est peut-être moi qui me suis exprimé de manière un petit peu, voilà, comme toujours chez moi, de manière un peu passionnée, un peu rapide. J'ai fait dans le raccourci. À l'évidence, Jamel Fna, c'est pas Internet, ça saute aux yeux. Bon, maintenant, sur ce que vous dites, vous êtes marocaine, tellement. Oui, je le sais. Un de Marrakech en plus, Marrakechia. Khiyarnes. D'accord, ça se comprend mieux. Alors, donc, je vous dirais que l'histoire de Jamel Fna, il y a à boire et à manger. Mais, si vous voulez, on pourrait en parler un jour sur l'histoire, ce que vous appelez l'histoire de Jamel Fna. L'histoire de Jamel Fna, c'est l'histoire d'une place, comme il y en a des milliers dans tout le Maghreb. Bon, il se trouve que les autorités marocaines, de manière très intelligente, je le reconnais, ont su, à un moment donné de leur histoire, préserver cet espace et en faire l'espèce de pôle touristique extraordinaire qu'il est devenu. Ce qui d'ailleurs ne va pas sans poser d'énormes problèmes à beaucoup de Marocains eux-mêmes, y compris des Marrakechis, qui ne sont pas du tout d'accord avec la manière dont Jamel Fna a évolué. Bon, vous savez que je suis quand même assez au courant de ce qui se passe. Donc, maintenant, je faisais simplement un parallèle. Et pour moi, je suis désolé, mais, alors évidemment, ça peut vous choquer, mais il me semble, moi, que si on considère un forum, après tout, le terme qui est utilisé sur Internet, c'est quand même bien le forum. Qu'est-ce que c'est qu'un forum? À l'époque des Romains, c'était ça, c'était une place où les gens se réunissaient pour parler. Et qu'est-ce que c'est Jamel Fna si ce n'est un endroit où on parle, où la parole s'échange? Il y a le Hlaïqi, il y a le Gouel, le Mdahin, il y a les gens qui sont là, qui écoutent, etc. On discute. Qu'est-ce qu'on fait sur un forum? On fait pareil. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas la figure de Gouel ou de Hlaïqi qui est là, avec sa abaya, son attirail. Mais je dis que parfois, moi, il m'a semblé, mais c'est une hypothèse, je suis d'accord avec vous, je peux m'être trompé, il me semble que certaines figures que je voyais dans des forums, qui revenaient régulièrement, des espèces de leaders, peut-être des leaders d'opinion, eh bien, prenaient des apparences de Mdah, de Gouel. Et souvent, c'était des filles, d'ailleurs, des Gouelas. Et il y avait une Gouela, je me rappelle d'un forum, c'est extraordinaire. Cette fille, manifestement, elle était plébiscitée. Tout le monde disait, mais vas-y, raconte-en encore une autre. C'est exactement ce qui se passe dans la halqa. La halqa, les gens se sont dit, les gens interviennent. Bon, alors, ceci étant, c'est une métaphore. Je suis d'accord avec vous, voilà. Je vous rassure, Jamel Fna va conserver son intégrité et sa beauté. Bon, mais une dernière prise de parole ? Et après, on terminera là la séance de ce soir. Alors, moi, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous reveniez sur quelque chose dont vous parliez tout à l'heure. Et vous avez dit qu'il faudrait qu'on vous redemande une explication. C'est sans pitié. Quand vous avez dit la blague du garçon qui a dit un anabrique sans pitié. Ouais. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer un texte que j'ai écrit justement à cette époque-là. Sans pitié, c'est né à l'époque disons vers la fin de l'époque de Chedli, à peu près à la période où les choses ont commencé à déraper en Algérie. Et il est clair que ce terme de sans pitié, au départ, ça, dans la bouche des jeunes, c'était une manière de décrire l'état dans lequel ils étaient par rapport à leur pays. C'est-à-dire, de manière peut-être plus précise, c'était une manière de nommer l'immense blessure qu'ils avaient par rapport à leur pays. C'est-à-dire qu'ils ont découvert brutalement, et Octobre 88 l'a bien montré, que toute une mythologie qu'on avait construite autour de la jeunesse, de l'engagement, de la révolution, etc., tout ça, c'était de la frime. C'est comme ça qu'ils le ressentaient. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais ils ressentaient ça comme ça. Et donc, du coup, littéralement, ils ont eu l'impression de vivre dans une société sans pitié. Sans pitié, pour eux. Et
du coup, cette dureté dans laquelle ils se sont trouvés placés par rapport à leur pays, comme une mère qui rejette son enfant, ils se la sont appliqués à eux-mêmes et dans leurs propres relations. C'est-à-dire qu'ils ont appris à voir la vie comme un combat, comme une lutte, struggle for life, vraiment. Et c'est d'autant plus... Alors après, ça a pris des connotations que je trouve très poétiques. Au départ, c'était très douloureux, hein, vraiment. Sans pitié, c'était ça. C'est-à-dire vraiment, voilà, les chats sans pitié. C'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose, on est des moins que rien. Voilà. Et après, ça a évolué. Le terme a évolué jusqu'à devenir quelque chose d'outrancier. Voilà. Alors, c'était au départ outrancier dans la violence, outrancier dans la douleur, et ça a fini par devenir un superlatif. Voilà. Jusqu'à dire, je vous donne l'exemple, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, ne brigue sans pitié. Voilà, je t'aime sans pitié. Littéralement, je suis fou de toi. Voilà. Vous voyez, mais au départ, l'origine de l'expression, c'est une origine très dure, et violente, parce que l'époque, le contexte de l'époque était très violent et très brutal. Donc c'était quelque chose qui pour moi évoque des souvenirs assez douloureux. Moi, ça m'a interpellé parce que c'est un langage en fait qu'on utilise aussi quand on grandit ici, ça circule. Ah d'accord. Ah d'accord. Le fait de ne pas être en Algérie mais de grandir là, et en fait le fait de l'employer. Non mais j'entends, c'est bon, il n'y a pas de souci, j'entends. Oui. Non, mais et le fait bon. en fait d'employer ce mot-là, moi j'ai remarqué que ici, ça renvoie pas la même chose que par exemple là-bas. Parce que les gens ici comprennent pas quoi sans pitié, mais ils associent pas l'image ou justement toute la symbolique liée à ce mot que vous décrivez. Ici, d'accord. Oui. Mais on l'emploie quand même. Oui, nous on l'emploie. Et qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça, ce que vous dites, sans pitié. Je vais y aller sans pitié. Ah d'accord, mais ils connaissent pas le contexte, vous voulez dire ? Oui, voilà. Ils ignorent le contexte. En fait. D'accord. Ben écoutez, voilà. Je trouve que ça ouvre un champ de réflexion assez intéressant. Ah oui, tout à fait. Comme dans souvent, la perception ici, et justement les mots dans les blagues qui ne sont pas forcément comprises, ou le langage, la force du langage à travers la symbolique d'un mot. Oui, tout à fait. Ben, merci de me donner ce renseignement, je ne le connaissais pas. Bon, mais je crois que sur ces bonnes paroles que nous allons te dire, Mourad, merci sans pitié. Merci à vous et à toi.